Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'Henri Tsiang et de son livre intitulé Descartes au pays du Qigong, publié chez Interéditions. Bonjour Henri Tsiang. Bonjour Hélène. À vos côtés, au moins virtuellement, Cyril Javary nous apportera ses talents de passeur pour mieux comprendre l'importance de ce livre passionnant qui appréhende les mystères du vivant à la fois dans la culture chinoise et dans la culture occidentale. Bonjour Cyril Javary. Bonjour. Henri Tsiang, vous êtes né en Chine, arrivé en France avec vos parents, vous avez suivi un parcours scientifique d'excellence, vétérinaire, docteur en biologie cellulaire, vous avez rejoint l'Institut Pasteur comme chercheur avant de prendre la direction du célèbre service de la rage. Et désormais à la retraite, c'est l'objet de notre rencontre, vous êtes professeur de Qigong. Quelle était votre intention en écrivant ce livre? Oh, c'est très simple. J'avais besoin de faire de l'ordre dans mes idées pour connecter deux domaines qui sont incroyablement complexes, les sciences de la vie déjà, et les arts énergétiques chinois. Ce sont deux domaines qui sont des univers en eux-mêmes. Et donc, j'ai voulu expliquer cette double complexité à mes élèves qui ne sont pas familiers avec les codes de ces disons, champs de connaissances. Cyril Javary, vous êtes, vous, un spécialiste français de la culture chinoise, ancienne et moderne, aussi un homme de terrain, et vous avez traduit le Yiking, le classique des changements, berceau du mode de pensée Yiking. C'est vous qui avez préfacé le livre d'Henri Tsiang. Qu'est-ce qui vous a séduit dans sa démarche? Parce que c'était la première fois que j'entendais parler du Qigong de manière raisonnable. Les professeurs chinois n'expliquent pas le Qigong, ils le pratiquent. Les professeurs français expliquent mal le Qigong, ils en font une croyance. Henri Tsiang explique le Qigong d'une manière cartésienne, c'est-à-dire acceptable pour un petit-fils de Descartes. Amis internautes, si vous souhaitez poser des questions, écrivez dans Discussion, bouton en bas de votre écran. Henri Tsiang et Cyril Javary y répondront au terme de leur intervention. Henri Tsiang, le titre de votre livre est Descartes au pays du Qigong. Pourquoi diable avez-vous envoyé en Chine notre emblème national de la philosophie? Ah oui, eh bien, c'est un peu audacieux quand même. Oh, c'est pas audacieux. La science s'est bien installée en Chine aussi. Descartes, c'est avant tout un symbole. Et même si les notions de rationalité et de logique avaient été développées depuis longtemps, notamment à travers la filière des philosophes grecs, il a représenté en France une certaine idée de la pensée logique qui a favorisé l'émergence des sciences modernes. Et donc, c'est dans ce monde contemporain, c'est là où nous vivons les effets de la rationalité de Descartes qui a créé ce monde scientifique finalement. C'est une véritable rupture dans l'évolution de l'humanité. Ça, il faut replacer cette rupture dans l'extraordinaire histoire de l'humanité. Henri Tsiang, soyons clairs, Descartes n'a jamais visité la Chine. On dit même qu'il n'a pas dépassé la place de la Contrescarpe à Paris. Qu'aurait-il découvert de si intéressant pour lui en Chine? Bien, tout d'abord, il découvre une conception du fonctionnement du corps humain et du vivant en général qui est très différente de la pensée occidentale. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est parce qu'en Occident, l'idée que nous avons de nous-mêmes vient du développement des sciences du vivant qui a évolué à partir de ce qui est visible. Par exemple, au départ, on a d'abord considéré l'homme
Et on a disséqué, on a trouvé des muscles, on a trouvé des organes. Et puis ensuite, à partir des organes, grâce à l'invention du microscope, on a pu voir les cellules. Et puis grâce à la biochimie, on a compris le fonctionnement, le rôle plutôt des parties constituantes des cellules. Mais il a fallu aussi faire une modélisation de cette biochimie pour visualiser ce que sont des molécules. Et donc, de tout temps, en Occident, il a été nécessaire de considérer que ce qui est réel, c'est uniquement ce qui est vivant. Et en Occident, comme saint Thomas, on dirait que nous avons besoin de voir pour croire. Ce n'est pas le cas des Chinois. Pas du tout. Les Chinois sont des observateurs extrêmement minutieux et sont intéressés d'emblée aux interactions entre différentes fonctions qui par nature ne sont pas visibles. Par exemple, de quelle façon est-ce que les reins influencent le cœur ou les poumons influencent l'intestin. Donc ça, ce n'est pas descriptible par des images, donc on ne les voit pas. Cyril Javary, une question pour Henri Tsiang. Oui, pourquoi les Chinois, ces observateurs minutieux, qui ont été à l'origine de tant d'inventions, la boussole, la poudre à canon, les banques, les imprimeries, le papier, bien avant les pays européens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé les concepts scientifiques qui ont fait évoluer les pays occidentaux vers le monde moderne? J'ai une petite idée personnelle là-dessus. Je pense que l'émergence des sciences vient de la religion occidentale. Alors, pourquoi ça? Parce que la religion a été à l'origine de la notion de vérité religieuse, et qui s'est transposée dans la religion, la vérité scientifique. Donc, le processus de vérité scientifique a été tout à fait original à la culture occidentale et c'est ce qui a permis, en fait, le développement scientifique et technologique. Alors qu'en Chine, ce n'était pas du tout la même démarche, parce que la notion de yin-yang, qui accepte toutes les nuances entre le vrai et le faux, n'a pas permis d'accéder à l'idée d'une vérité absolue, mais là, encore une fois, c'est une interprétation très personnelle. Et Cyril, paradoxalement, c'est parce que nous cherchions Dieu que nous avons trouvé la vérité scientifique. Les Chinois, eux, n'ont pas cherché Dieu, ils ont cherché le souffle. Le souffle, qu'est-ce qu'ils ont vraiment trouvé? La particularité des racines du mode de pensée chinois vient du fait que c'est un peuple sédentaire et agricole, qui ont cultivé les céréales depuis que celles-ci font partie du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire au bas mot d'environ 10 000 ans. Donc les Chinois ne se sont pas appuyés sur une vérité religieuse issue de la croyance en un Dieu créateur, mais plutôt sur l'idée que sur ce quelque chose qui fait pousser les plantes, ce souffle vital qui est aussi invisible qu'impersonnel. Cyril, comment peut-on créer une médecine efficace à partir d'un mode de pensée qui est si évanescent et qui ne fonctionne pas sur la notion de vérité? Par le pragmatisme. Une maxime chinoise reprise par Mao Tse-tung résume ça en disant « est vrai ce qui réussit et faux ce qui échoue ». Et comme toutes les cultures anciennes, c'est le chamanisme, cette religion d'avant tous les dieux, qui est à l'origine de la perception subtile du monde extérieur et intérieur. Et les perceptions subtiles du Qigong, quelles sont-elles? Dans ce livre Descartes au pays du Qigong,
Henri Tsiang nous invite donc à un voyage captivant autour du Qigong. Cyril Javary, tout d'abord, comment définir ce Qigong pour nos internautes? Étymologiquement, c'est quoi? Oh, étymologiquement, c'est deux idéogrammes. Le Qi, ça veut dire souffle, et Dong, ça veut dire mise en œuvre. Donc, il s'agit de percevoir le souffle et de le mettre au boulot. Donc, c'est un art. C'est d'abord un art physique. On le range souvent comme faisant partie de la pensée médicale chinoise, mais c'est bien plus que cela. C'est mettre en mouvement le principe vital. C'est principe vital dont le Qi n'est qu'un pseudonyme pour juste pouvoir en parler parce qu'il reste par nature indéfinissable, ce qui ne veut pas dire imperceptible. Henri, le Qigong n'est donc pas une gymnastique comme on le croit? Non, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Cyril, cette notion de souffle vital. Parce que qu'est-ce que c'est que la mort? On perd le souffle, on donne le dernier, on rend l'âme. On rend l'âme. On ne sait pas à qui, mais on la rend. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce qu'on a bien travaillé déjà sur l'apoptose, qui est la mort cellulaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une cellule est vivante et une seconde après, elle est morte? Eh bien, scientifiquement, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que ce souffle agit et fait en sorte que quelqu'un est vivant ou mort. Donc, c'est quelque chose c'est une question qui reste actuelle. Bon, pour ce qui concerne la gymnastique, tout d'abord, parlons de ce qui est visible dans le Qigong, c'est effectivement une pratique gestuelle. Donc, on fait des mouvements avec les bras, avec les jambes, avec la tête, avec tout son corps. Mais contrairement aux autres exercices musculaires, on accorde une grande importance aux phases de relâchement. Et dans toutes les gymnastiques, même les gymnastiques douces, on parle très peu de relâchement. Et le plus important dans le Qigong, ce n'est pas la réalisation du mouvement tel qu'il se développe, mais la perception de ce mouvement, par la conscience de celui qui l'exécute et par l'intention qui l'amène à le réaliser. Et ça demande une forte concentration mentale qui est indispensable pour que le geste soit plein, au lieu d'être négligent, disons. Mais c'est difficile de se concentrer sur un geste pour se relâcher. On se concentre pour un geste pour peut-être bien le faire, mais pas dans le relâchement dans nos cultures occidentales. Alors, cette combinaison, vous le disiez, demande un effort particulier, mais pour nous, c'est invisible. C'est exact, c'est ce qui différencie cet art physique de toutes les pratiques corporelles et gymnastiques qui ont été inventées dans le monde indo-européen. Et les gestes du Qigong ne sont que la partie visible de tout ce qui se passe de façon intérieure et de façon inconsciente. En particulier, le Qigong propose des gestes que le corps n'a pas l'habitude de faire. Et l'organisation de ces gestes met en jeu des processus de communication entre différentes parties du cerveau qui augmentent et améliorent le fonctionnement neuronal et stimulent la régulation des paramètres du fonctionnement vital. C'est ainsi qu'il agit sur l'ensemble des fonctions physiologiques, des fonctions mentales, corporelles et même émotionnelles. Et Cyril Javary, est-ce qu'on peut dire que le Qigong finalement est encore proche du chamanisme? C'est assez mystérieux, ce souffle vital. J'éviterai ce mot qui est un mot valise et qui, dans notre environnement urbain majoritaire actuellement sur la planète, résonne bizarrement.
même si c'est sans doute juste. Je pense que disons simplement que le Qigong se situe à ce niveau dont sont familiers les paysans. Quand un paysan prend une motte de terre et comment dire, la malaxe avec ses doigts et dit « ça c'est une terre à maïs », il n'a pas fait l'Institut national d'agronomie, mais il sait, parce qu'il sent. Et que donc, les lettrés chinois ont résolu la question en donnant un nom à ce moteur impersonnel qui fait tourner les saisons et qu'ils ont appelé Tao, qui maintenant, grâce au grand sinologue suisse Jean-François Beiter, nous savons exactement ce que ça veut dire, que ce n'est absolument pas un avatar du dieu de Claudel. Non, le Tao, c'est simplement le fonctionnement des choses. Le fonctionnement des choses. Si je comprends bien, la pratique du Qigong rend finalement perceptible ce qui est finalement négligé par nous occidentaux. Elle peut nous donner accès à une autre conscience du vivant. Henri, finalement, Cyril, c'est quoi la conscience dans la perspective du Qigong? Je vous pose des questions philosophiques. Oui, non, ce n'est pas philosophique, c'est tout à fait réel. Absolument. La conscience, c'est le contraire du réflexe, du mouvement réflexe. Par exemple, si vous baissez la tête, vous ne tombez pas. Or, vous avez déplacé quelques kilos de votre cerveau vers l'avant. Et normalement, vous auriez dû tomber parce que vous avez perdu votre centre de gravité. Et le corps va corriger ce décalage du centre de gravité sans que vous en rendiez compte. Si vous le faites en vous rendant compte que vous êtes en train de perdre l'équilibre, eh bien, vous prenez conscience que vous êtes en train de tomber. Donc, c'est tous les mouvements automatiques que nous faisons sans nous en rendre compte en permanence. Je dirais que la très grande majorité des gestes que nous faisons sont des gestes inconscients, involontaires et qui sortent de notre champ de conscience. Quand on fait du Qigong, on est obligé de prendre conscience de tout ce qui est inconscient et non pas de le maîtriser, mais de savoir que c'est en train de fonctionner. C'est ce qui fait la grande différence. Et Cyril, pour vous, la conscience dans la perspective du Qigong, c'est quoi? Je pense qu'il ne faut pas parler d'inconscient parce que c'est un mot qui a une signification précise en ce moment en Occident. Il faut parler de perception. Et j'évoquais Jean-François Beiter tout à l'heure, dans un petit livre paru il y a une dizaine d'années, dont le sobre titre est « Un paradigme ». Il propose à ses lecteurs, il dit, si vous voulez comprendre ce dont il est question, je vous propose de faire un exercice. Lâchez le bouquin et faites l'exercice suivant, remplir un verre d'eau en tenant un broc plein d'eau. Donc, vous tenez le broc et vous remplissez le verre d'eau. OK. Puis après, vous recommencez, mais vous ne mettez pas d'eau dans le broc. Puis après, vous recommencez, mais vous ne mettez pas de verre sur la table. Puis après, vous recommencez, puis vous ne mettez pas de broc du tout. Puis après, vous recommencez et vous ne bougez pas. Et pourtant, vous êtes en train de percevoir le geste de remplir un verre d'eau avec un broc plein d'eau. Mais c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est ce qu'on appelle la visualisation, y compris en Occident. Quelle est la différence? Alors, la visualisation, Henri Tsiang pourrait en parler mieux que moi, mais c'est un art que les Chinois ont développé d'une manière tout à fait étonnante. Et j'ai reçu aujourd'hui ce livre qui est d'un Chinois qui est mort il y a 2 ans seulement, donc un Chinois contemporain, qui a été traduit par Catherine Despeux et qui est sans doute une réponse à votre question. Je ne sais pas, je l'ai encore lu, je l'ai reçu ce matin. Mais que l'on peut, comment dire, c'est pas de la visualisation. Je pense que perception décrit mieux que visualisation ce dont il est question. Venons-en au cours de Qigong proprement dit. Henri Tsiang, vous en donnez régulièrement.
comment les préparez-vous? Euh, pour dire la vérité, je ne les prépare pas, et parce que je les travaille en amont. C'est, comment dirais-je, il faut un stade d'apprentissage pour arriver à intégrer, je ne dis pas à maîtriser, mais à intégrer les gestes et les ressentis, et donc la perception du geste, pour les intégrer comme faisant partie de moi-même. C'est pas particulier au Qigong, c'est ce qui se passe avec toutes les activités manuelles. Un sculpteur, un danseur, un peintre doit d'abord maîtriser son geste avant de pouvoir le faire correctement. Correctement n'est pas un bon terme, comme il a envie de le faire, plutôt. Mais avant tout, c'est un apprentissage qui peut prendre des années, ou même des dizaines d'années. Il s'agit d'acquérir les bases des briques, et comme le dit le docteur Chiang, chez qui j'ai fait une formation professionnelle pendant une quinzaine d'années, il dit il faut apprendre à utiliser les briques et les assembler. En fait, pour improviser, il faut toujours énormément préparer. Ça, c'est vrai dans tous les arts. Et vous-même, Henri, vous êtes musicien de jazz, vous êtes, je crois, batteur. Oui. En quoi, justement, votre expérience du Qigong ressemble à votre expérience de batteur de jazz? En tant que la pratique de la batterie dans la musique de jazz m'avait donné les éléments pour apprendre le Qigong plus facilement. Par exemple, l'indépendance des 4 membres, le fait d'être toujours en train de tourner à gauche, à droite, faire des rotations de la colonne vertébrale, d'être très attentif à ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire écouter mes partenaires en train de jouer et être dans la logique du groupe. Et tout ça, ça m'a permis d'apprendre le Qigong plus facilement. Parce que j'avais développé, disons, des réflexes qui peuvent être considérés comme des atouts dans la pratique du Qigong. Et j'ai appris assez rapidement le mode d'emploi du Qigong. Cyril, vous avez une illustration. Ah, oui, c'est une histoire chinoise. C'est un mandarin qui possédait un magnifique coq de collection et il voulait en avoir une représentation. Alors il demande à un peintre de lui en faire un tableau. Le peintre dit « Ok, prêtez-le-moi quelque temps que je puisse l'observer ». Et le mandarin revient une semaine plus tard et demande « Le tableau est terminé ?»« Non », répond le peintre, « revenez dans un mois ». 1 mois, 2 mois plus tard, même scène. 3 mois plus tard, le mandarin revient encore et demande « Alors, il est terminé ce tableau ?»« Non », répond le peintre, « mais asseyez-vous là un instant et prenez une tasse de thé. » Et lors, le peintre, prenant ses pinceaux, en quelques minutes brosse un magnifique portrait du magnifique coq. Alors là, le mandarin, il était un peu énervé. Ils disent « Mais pourquoi vous avez gardé mon coq si longtemps alors que vous ne l'avez pas en quelques minutes ?» « Mais monsieur, votre coq, il est tellement puissant que je n'arrivais pas à intégrer son qi. » Oui, c'est exactement ce qui se passe avec le Qigong. C'est qu'il faut travailler un geste, travailler le ressenti du geste, en avoir conscience, le faire avec conscience et concentration, ensuite oublier cette conscience et atteindre un autre niveau où on observe soi-même en train de faire le mouvement.
Henri Tsiang, le sous-titre de votre livre Descartes au pays du Qigong est Les neurosciences et les arts énergétiques chinois. Alors, quel lien y a-t-il entre les neurosciences et cet art énergétique chinois qu'est le Qigong? Alors, les liens, c'est surtout de comprendre comment fonctionnent les deux et de quelle façon il y a effectivement des liens entre les deux. C'est en fait utiliser les neurosciences pour comprendre le fonctionnement du Qigong. Et on peut prendre comme exemple la respiration. Tout le monde respire naturellement, automatiquement, et c'est absolument inconscient. C'est un phénomène réflexe dont nous parlions tout à l'heure, et qui est contrôlé par les noyaux de bulbe derrière le crâne. Mais lorsque nous respirons consciemment et volontairement, nous sommes en train d'activer le cortex cérébral et comme conséquence, nous sommes en train de stimuler le système immunitaire et neuro-endocrinien et donc nous sommes en train d'intervenir sur toutes les fonctions physiologiques du corps. En quelque sorte, il a fallu attendre les pas de géant des neurosciences de ces dernières années pour prendre au sérieux le Qigong, au moins en France. Et comment expliquez-vous un tel déni? Nous sommes tellement allergiques à tout ce qui est invisible, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne voit pas, Cyril. C'est pas nous qui sommes allergiques à l'invisible des taoïstes. Et ce n'est pas seulement les taoïstes chinois qui perçoivent l'invisible. Non, c'est tous les Chinois qui sont familiers avec un invisible physique, dont la perception en Occident a été confinée uniquement au domaine spirituel. Oui, on peut dire aussi que pour compléter ce point de vue, il y a vraiment un déni du corps humain et encore plus des organes internes. En général, on dit que le cerveau domine le reste du corps, mais en réalité, il y a une interaction entre le reste du corps et le cerveau de façon absolument équivalente. Et par exemple, si on prend par exemple la vision de notre corps, on est familier avec nos abdominaux parce qu'on pense à nos muscles et on les sent. Visible. C'est visible. On ne pense pas à notre rate, on ne pense pas aux intestins grêles. Et donc, la pratique du Qigong permet de véritablement faire une découverte de son propre corps. Henri, sur le plan scientifique, est-ce que l'ignorance à l'égard notamment du Qigong commence à se dissiper? Par exemple, est-ce que des scientifiques occidentaux consacrent des études au Qigong pour faire avancer la connaissance du vivant? Alors, cette démarche existe, commence à bien fonctionner aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de scientifiques asiatiques dans les organismes de recherche. Ce n'est pas encore le cas en France, mais d'un autre côté, il y a aussi un autre frein, c'est le système institutionnel qui, en France, ne favorise pas du tout cette démarche. Henri, Cyril, à la faveur de la révolution des neurosciences qui fait des pas de géant en ce moment, les deux approches, chinoise et occidentale, ne se rapprochent-elles pas finalement inexorablement? Espérons-le. En revanche, les neurosciences et le développement de l'intelligence artificielle va certainement faciliter la compréhension en Occident comme en Chine des fondements systémiques de la perception médicale
dont le discours et les explications traditionnelles sont reçus comme incompréhensibles, comme une langue étrangère et traités parfois avec condescendance par l'esprit scientifique occidental. Nous arrivons au terme de notre conversation. Henri Xiang, le Qigong favorise une sensation de plénitude et d'harmonie dans la nature. Alors, quel effet a-t-il eu sur votre double identité chinoise et française? Il y a eu beaucoup d'effets, mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est que cette double culture a très nettement avantagé une vision plus tolérante de façon générale. Cyril Javary, si Descartes avait lâché sa plume pour pratiquer quelques exercices de Qigong, qu'est-ce qui aurait changé pour nous, ces petits-enfants? Eh bien, nous aurions des sciences cartésiennes nettement plus vivantes. Henri Xiang, Cyril Javary, merci pour cet échange passionnant qui a suscité nombre de questions de la part de nos internautes. Avant de leur donner la parole, je rappelle le titre du livre d'Henri Xiang, Descartes au pays du Qigong, les neurosciences et les arts énergétiques taoïstes, publié chez Interéditions. La différence entre le Qigong et le Tai Chi, il y a déjà une distance au niveau du temps. Le Qigong existe depuis, mettons, 2000 ans, certains disent 4000, disons entre 2000 et 4000 ans, alors que le Tai Chi est d'origine beaucoup plus récente et date du dernier millénaire. Mais la chose la plus importante, c'est que le Qigong fait un travail intérieur avec des gestes qui sont répétés. Alors que dans le Tai Chi, c'est une séquence d'exercices et de postures différentes. Je vais vous répondre en vous proposant d'imaginer un athlète qui fait une course de 100 mètres. On peut en voir des fois au ralenti. Et ce que l'on voit, c'est une succession de tension et de relâchement. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte quand on pratique des sports ou pratique des gestuels, de se rendre compte qu'il est beaucoup plus facile de contracter un muscle que de le relâcher. C'est clair. Or, pour avoir de la vitesse, eh bien, il faut relâcher. Par exemple, c'est pour ça que les préparations pour les arts martiaux passent en Chine, passent par le Qigong. Tous, évidemment, puisque le Yiking, c'est le berceau du mode de pensée yin-yang. Cela dit, il y en a certains qui pourraient se rapprocher encore plus. Je pense à l'hexagramme 8, Alliance, ou bien à l'hexagramme 11, Prospérité, ou l'hexagramme 45, Réunion. Mais surtout, ce qui est extrêmement important et qui raccroche avec ce que vient de dire Henri à propos du relâchement, c'est que c'est beaucoup plus facile de contracter que de relâcher. C'est sûr qu'il faut contracter une quarantaine de muscles pour faire la gueule, alors que pour sourire, il suffit d'en utiliser 8. Et que le Yiking nous apprend que la stratégie yin est 2 fois plus souvent conseillée que la stratégie yang. La stratégie yang, c'est de répondre à une agression par une agression. On vous pousse, vous poussez, on vous insulte, vous insultez. La stratégie yin, c'est la stratégie judo. On vous pousse, vous reculez.
Et comme ça, celui qui vous pousse tombe par terre, entraîné par sa propre force. Et pourquoi est-ce que le Yiking nous apprend la stratégie Yin? Pourquoi est-ce que c'est si difficile comme d'apprendre le relâchement dont parle si bien Henri? C'est parce que nous sommes tous, hommes comme femmes évidemment, nous sommes tous du côté du yang, parce que nous sommes tous du côté du vivant, du visible, du chaud, et que par contre, et donc nous avons pas besoin d'apprendre la réponse yang, par contre la réponse yin, calme, tranquille, reculée, relâchée, nous avons besoin de l'apprendre et de la réapprendre à chaque fois. Oui, j'ai pratiqué effectivement le Qigong spontané avec le docteur Chiang. Et c'était très intéressant parce que chacun réagissait de façon très différente et on a vu des personnes tout à coup faire spontanément des gestes d'arts martiaux classiques. C'était absolument magique de voir ces personnes bouger dans tous les sens, faire des arts martiaux de façon spontanée, sans avoir appris. D'autres personnes s'écroulaient par terre. Et j'ai été bloqué personnellement. Je n'arrivais pas à être spontané parce que je pense que je suis handicapé par 40 ans de recherche scientifique rationnelle. Donc, je n'arrivais pas à me détacher du fait que j'étais en train de me voir ridicule, en train de faire des gestes en agitant les bras, etc. Mais même ces gestes soi-disant spontanés que je faisais étaient trop contrôlés. Encore une fois, on est contraint par notre expérience de vie qui fait qu'on est plus ou moins spontané dans ces gestuels. Et effectivement, le Qigong spontané révèle des potentialités des personnes qui peuvent tout à coup se défouler et être performants dans des domaines étrangers à eux, normalement. Le contexte, c'est quelques dizaines de milliers d'années d'évolution de deux centres de civilisation et de culture, l'un dans la mer Méditerranée et l'autre dans les mers de Chine. Ces deux cultures ne se sont jamais rencontrées pendant très longtemps. C'était les Arabes, les Perses qui étaient les intermédiaires entre ces deux cultures. Marco Polo est passé par là. Est-ce qu'il a réellement écrit son livre? On n'en sait rien. Mais il n'y a pas eu de rencontre. Et ces rencontres n'ont existé que depuis, disons, 2 siècles et demi. Malheureusement, dans de très mauvaises conditions de conflit et qui se perpétuent encore. Mais il faut comprendre que ce sont deux civilisations qui ne se sont jamais mélangées et rencontrées réellement, culturellement. Est-ce qu'elles peuvent justement se rencontrer d'une façon plus pacifique, notamment grâce à cette importance nouvelle, peut-être dans nos sociétés, de volonté d'être en harmonie avec la nature? C'est quelque chose qu'on rencontre aujourd'hui. Effectivement, dans le domaine de la représentation de l'humain, que nous sommes en train de confronter deux représentations de l'humain. Et ces deux représentations de l'humain sont en train, petit à petit, de fusionner avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de résistance, avec beaucoup d'incompréhension aussi. Mais il ne faut pas oublier que cette rencontre, celle-ci, entre les deux cultures, disons, de l'humain,
ne date que du milieu du siècle dernier. Donc, sur le long terme, soyons positifs et disons que peut-être dans 2-3 siècles, il y aura une fusion de ces deux perceptions de l'humain. Très bien, merci Henri. Est-ce que vous voyez ça notamment aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui viennent d'Asie, ou est-ce que ça peut aussi venir en France où notre cartésianisme est encore un grand carcan? Cyril Javary. Oui, bien sûr, je suis tout à fait de l'avis d'Henri Tsiang. Il faut simplement que l'Occident fasse l'effort que les Chinois font depuis longtemps, qui ont étudié notre culture, notre science, notre politique. Donc, bon, je me souviens quand Joël Bellassène, qui était professeur d'anglais dans un lycée, en 1974, il prend une année sabbatique et il va passer une année en Chine. Et quand il revient, il va voir son proviseur et il lui dit « Vous ne croyez pas qu'on devrait faire un cours de chinois ?» Et son proviseur ouvre des yeux ronds et lui dit « Un cours de chinois? Mais pourquoi faire ?» Et Joël Bellassène a terminé sa carrière l'année dernière comme inspecteur général de l'enseignement du chinois en France. Et il y a en ce moment 78 000 élèves qui étudient le chinois dans notre pays et dans les autres pays européens, c'est croissant aussi. Et plus on étudiera la culture de l'autre, moins on en aura peur. Merci Cyril Javary. Henri Tsiang, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous voulez vraiment transmettre, notamment à vos élèves, que vous auriez peut-être un petit peu oublié dans cette conversation? Je vais dire quelque chose de très banal. C'est que la différence entre l'apprentissage du Qigong en Chine et en France, c'est que, ou plutôt en Occident, c'est qu'en Occident, on a besoin de comprendre pour arriver à pratiquer. Et en Asie, c'est plutôt le contraire. On pratique pour arriver à comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est un beau résumé, en effet. Effectivement, dans les recherches justement autour de l'intelligence collective et de créer des nouveaux projets innovants à partir du présent et pas des enseignements du passé, c'est peut-être une forme d'apprentissage qui peut peut-être se diffuser, y compris dans nos cultures, même d'entreprise, avec la recherche de l'innovation, et on est un petit peu en panne aujourd'hui. Cyril Javary. Non, je ne crois pas. Je pense que, au contraire, les difficultés actuelles stimulent une recherche, une créativité, et que le poète anglais William Blake a résumé ce genre de moment avec une formule lapidaire. Il dit « Bénédiction lénifie, malédiction tonifie ». Le Qigong, c'est un peu comme l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on a envie d'y chercher. Oui, c'est assez proche du Gestalt, etc., de toutes ces pratiques qui avaient émergé au cours du siècle dernier. Oui. Voilà, et vous avez plein de petits messages de remerciements qui arrivent. Donc, voilà, je tiens également à vous remercier tous les trois pour cette belle prestation. Et peut-être que je vais rappeler le titre du livre de Henri Tsiang, Descartes au pays du Qigong, les neurosciences et les arts énergétiques taoïstes, publié chez Interéditions. Très bien, et un grand merci à tout le monde. Merci à tous. Et merci pour votre participation et vos questions. Voilà.
On vous mettra le replay donc très rapidement sur le site de duno.com sur la page du livre de Henri Chiang. Voilà. Merci Très beaucoup. bien. Merci. Une très bel après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. L'occasion pour remercier encore l'équipe de Duno qui a donc participé activement à l'édition de ce livre auquel je tiens beaucoup, effectivement.